Je n'ai jamais cru aux histoires qu'on raconte sur les objets hantés. Pour moi, tout ce qui est étrange trouve une explication rationnelle. L'ombre d'une lampe, un bruit de canalisation, un courant d'air. Et pourtant, depuis ce qui s'est passé avec mes laboubous, je ne dors plus. Enfin, quand ils me laissent dormir. Je collectionne les laboubous depuis 3 ans. Au début, c'était un passe-temps banal, un truc pour occuper mes soirées. Ces petites créatures à tête de lapin et au sourire tordu avaient quelque chose d'à la fois mignon et inquiétant. Et je trouvais ça fascinant. Je les rangeais soigneusement sur une étagère, par couleur et par série. Les classiques aux yeux écarquillés, les éditions limitées phosphorescentes, et même un prototype acheté sur un forum obscur à un prix ridicule. Celui-là était un peu différent. Ses yeux n'étaient pas en plastique brillant, mais mat, presque comme de la peau. Et son sourire semblait trop large, comme s'il avait été gravé à la main. Le vendeur m'avait simplement dit « C'est une pièce rare, il a une histoire ». Je n'avais pas posé de questions. La première nuit où je l'ai posé sur l'étagère, j'ai eu du mal à dormir. C'est bête à dire, mais je sentais qu'il me regardait, même dans le noir. J'ai fini par me lever pour le tourner face au mur. Le lendemain matin, il était à nouveau tourné vers moi. J'ai cru à une coïncidence. Peut-être que je m'étais trompé, ou que j'avais mal vu. Mais le lendemain, même chose. Et celui d'après aussi. À chaque fois, il retrouvait sa place exacte, son sourire figé dans ma direction. J'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai installé une vieille caméra de surveillance orientée vers l'étagère. Je me suis couché en me disant que j'étais ridicule. À 3h12, j'ai été réveillé par un petit bruit. Un toc-toc-toc, très léger, comme si quelque chose frappait contre le bois. Je suis resté immobile, fixant l'obscurité. Le bruit s'est arrêté. Le lendemain matin, j'ai regardé la vidéo. Pendant les 3 premières heures, rien. Puis à 3h12 précisément, l'image a commencé à grésiller. Et là, j'ai vu le mouvement. Le laboubou du milieu a tourné la tête, lentement. Son cou s'est plié dans un angle impossible. Son sourire s'est élargi au-delà de ce qu'un morceau de plastique aurait pu supporter. Puis, les autres ont bougé aussi. Leurs yeux, jusque-là immobiles, se sont tournés vers la caméra. Tous. À la fin de la séquence, l'image s'est figée sur un écran noir. Quand je l'ai remise en route, les figurines étaient alignées sur le rebord du lit, face à la caméra. Et moi, j'étais là, endormi. Je n'ai pas eu le courage de regarder plus loin. Cette nuit-là, j'ai rêvé. Je me trouvais dans ma chambre, mais tout était distordu. Les murs palpitaient doucement, comme si la maison respirait. Les laboubous étaient là, autour de moi, immobiles. Leur sourire vibrait, presque imperceptiblement. L'un d'eux s'est approché. Sa bouche s'est ouverte, non pas comme une figurine qui s'anime, mais comme quelque chose de vivant. De l'intérieur s'échappait un bruit sec, comme des rires étouffés. J'ai essayé de bouger, de crier, mais mes membres étaient lourds, paralysés. Le laboubou a posé sa main sur ma poitrine. Sa peau était tiède, pas en plastique. Puis, il a murmuré d'une voix d'enfant. « On t'aime bien, tu souris comme nous. » Je me suis réveillé en sursaut, mon cœur battait si fort que j'avais mal aux côtes. Et sur ma poitrine, il y avait une petite trace ovale, comme une empreinte. Les jours suivants, les bruits ont commencé. La nuit, j'entendais les figurines se déplacer. Un léger grincement de plastique sur le bois. Des tapotements irréguliers. Une fois, j'ai cru entendre un rire. Un vrai. J'ai tout mis dans un carton. Je me suis dit que ça me calmerait, que c'était psychologique. Mais le matin, le carton était vide et les laboubous étaient de retour sur l'étagère. Sauf un, le prototype. Il était sur ma table de chevet. Son sourire avait changé. Il s'étendait désormais jusqu'à ses oreilles et ses dents semblaient plus nombreuses. Et sous la lumière pâle du matin, j'ai remarqué quelque chose d'horrible. Ses dents n'étaient plus peintes. Elles étaient réelles. J'ai essayé de me débarrasser d'eux. Je les ai brûlés. J'ai regardé le plastique fondre, les formes se déformer, les visages disparaître dans la fumée noire. J'ai cru en être libéré. Mais cette nuit-là, j'ai rêvé d'eux encore. Ils sortaient de la fumée
noirs, fondus, leurs yeux luisants comme du goudron. Ils se tenaient autour de mon lit, exactement comme dans la vidéo. Et la voix de l'un d'eux a dit, presque doucement, « Pourquoi tu nous as fait mal? On voulait juste comme toi. » Je me suis réveillé en pleurant, trempé de sueur. Les cendres du feu que j'avais fait brûler dans le jardin avaient disparu. Et dans ma chambre, sur le sol, il y avait de petites empreintes noires, des empreintes de pattes. Je n'ai plus dormi pendant 2 jours. Chaque fois que j'ai fermé les yeux, j'entendais leurs rires. Des rires d'enfants, des rires trop proches. Je sentais qu'ils se rapprochaient. La 3e nuit, j'ai craqué. J'ai installé une lampe torche, j'ai pris un couteau, et je me suis assis face à l'étagère. Je leur ai parlé, je leur ai dit d'arrêter, que je ne voulais plus jouer. Rien. Vers 3h12, la lampe s'est éteinte. J'ai entendu le grincement, puis le toc 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 contre le sol. Quelque chose rampait. J'ai levé mon téléphone pour filmer. Sur l'écran, j'ai vu mon reflet, et derrière moi, des silhouettes. Petites, minces, aux grandes oreilles. Elles avançaient lentement, leur visage déformé par le sourire. Le dernier souvenir que j'ai, c'est ce chuchotement tout près de mon oreille. Tu voulais une collection complète. Maintenant, tu fais partie de nous. Quand les voisins ont appelé la police, ils ont retrouvé mon appartement vide. Les murs étaient couverts de petits dessins au crayon, comme faits par des enfants. Des silhouettes de la boubou, toutes souriantes. Et sur le lit, posé bien au centre, il y avait une nouvelle figurine. Elle me ressemblait. Même sourire, mêmes yeux vides. Sous ses pieds, gravé à la main, un message minuscule. Les Laboubous ne dorment jamais. Je collectionne les Laboubous. Ces petites créatures au sourire déformé me faisaient rire au début. Je les alignais sur une étagère face à mon lit. Leurs yeux en plastique semblaient briller dans la pénombre. Une nuit, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'un d'eux, celui au grand sourire rose, n'était plus tourné du bon côté. Je l'ai remis face à moi, sans y penser. Le lendemain, il avait encore bougé. Cette fois, il me tournait le dos. J'ai cru à une blague, mais j'habite seul. Alors, j'ai décidé de filmer pendant la nuit. Quand j'ai revu les images, j'ai senti mon estomac se retourner. Vers 3h12, les Laboubous ont commencé à bouger. Pas d'un coup, lentement, comme s'ils respiraient. Leur plastique se plissait, leurs yeux s'ouvraient et leurs petits doigts tapotaient la table. Puis, ils se sont tournés vers la caméra et vers moi. La vidéo s'est coupée brusquement. Ce matin, j'ai voulu vérifier. Les Laboubous n'étaient plus sur l'étagère. Je les ai trouvés alignés autour de mon lit, toujours souriants. Et sous chacun d'eux, gravé à même le bois. Réveille-toi, on veut ton sourire. Une rafale de vent d'octobre me fit frissonner. La chair de poule me piquait le dos. Mon costume de fantôme, un ancien drap, flottant comme un drapeau au vent. Je suivais ce que je pouvais voir de mon meilleur ami Mikey, à travers les trous pour les yeux découpés à la main. Le haut de son chapeau de cow-boy marron, acheté dans un magasin à $1, flottait devant moi. Je traînais ma tête d'oreiller, chargée derrière moi, les bras engourdis par le succès de notre soirée. À la récréation, Mikey et moi avions planifié Halloween à la perfection. Nous commencions par le haut du quartier et remontions le chemin en serpentant, en passant par les maisons en bon gradeur nature et en évitant les cinglés qui donnent des pastilles contre la toux et les chewing-gums. Incapable de voir le trottoir devant moi, je suivais le chapeau brillant de Mikey qui rebondissait au clair de lune. « Plus que 3 !» me cria-t-il en sautillant malgré l'énorme sac de sucre qu'il portait sur le dos. Il trottina et s'arrêta devant notre prochaine cible. La maison de banlieue s'étendait au fond d'un profond jardin de pierres tombales en mousse et de squelettes en plastique. Une machine à fumer, fonctionnant à plein régime, emplissait le cimetière d'une brume épaisse, illuminée par des orbes violets rayonnants, suspendus aux gouttières, et les yeux rouges et brillants d'araignées grillagées de 3 mètres de haut sur le toit. Mikey se tourna vers moi, le large sourire sur son visage, taché de taches de rousseur en disait long.
On avait un gagnant. Le temps que je franchisse la première rangée du cimetière, Mikey redescendait en sautillant sur le trottoir, des poignées de chocolat géant à la main. Secouant la tête, sous mon manteau, je me suis rapproché de la porte. Un bol noir vide était posé sur l'étroit porche, sous un joyeux set de table d'Halloween. Il m'a complètement volé. Il a raflé jusqu'à la dernière barre de chocolat. Dans un tourbillon de draps, je traînais ma tête d'oreiller jusqu'au trottoir, prêt à me battre avec Mikey pour un chocolat. Mais je restais seul, sous la lueur jaune des lampadaires. J'ai crié plusieurs fois « Mikey, Mikey !» à des oreilles invisibles. Des minutes passèrent avant que je réalise qu'il ne m'attendait pas pour me faire peur et qu'il était parti seul vers la maison suivante. Une rafale de vent se leva, rafraîchissant une nuit déjà fraîche. Mon costume me frappa le visage, tandis que j'accélérais, impatient d'enfiler mon pyjama. La maison d'en face abritait une dame âgée, signalée sur notre carte pour ses innombrables friandises. Sans la citrouille lanterne solitaire illuminant le porche, je lui aurais demandé si elle se souvenait du jour. Malgré ma certitude de voir un cow-boy frapper à la porte, Mikey était introuvable. Je me suis dit qu'ignorer ses facéties l'encouragerait à se révéler. Ne voulant pas le laisser me cacher davantage de bonbons, je me suis approché de la maison. L'unique flamme de la citrouille vacillait, tentant d'illuminer une partie de la maison. De chaque côté de la porte, des fenêtres s'étendaient de la tête aux pieds, volets clos. J'ai posé ma tête d'oreiller à côté de moi et j'ai frappé à la porte, couvert de mon costume. Aussitôt, la poignée a claqué, tandis que la porte s'ouvrait en grinçant. Lorsqu'elle s'est détachée de l'encadrement, une multitude de parfums merveilleux a envahi la silhouette qui me barrait le passage, emplissant mes narines et chatouillant mes papilles. Tandis que mes yeux se révulsaient, je réalisais mon ignorance de la vieille dame sur le seuil. Elle était un peu plus grande que moi, arborait une épaisse chevelure argentée, et ses rides étaient rares sur ses douces joues roses. « Des bonbons ou un sort ?» je dis. Elle a souri gentiment, dévoilant une bouche pleine de dents blanches et parfaite. J'ai ouvert ma tête d'oreiller et fait signe de verser les bonbons. « Madame, des bonbons ?» demandai-je, perplexe. Elle baissa les yeux, découvrant le sac pour la première fois. « Oh, mon petit chéri, c'est vrai, j'ai laissé au fond de ma maison. Attends un peu. » croissa-t-elle avant de filer dans les profondeurs de sa maison. « Étrange vieille chauve-souris, » pensai-je. Elle laissa la porte ouverte, et depuis le porche, je pus apercevoir chaque pièce qui donnait sur le couloir. Immédiatement à ma gauche, un salon sombre, quelques canapés miteux et des chaises enveloppées de plastique remplissaient l'espace. Au bout du couloir, j'apercevais un bout de la cuisine. Un scintillement au sol attira mon regard. J'ôtai mon costume pour mieux voir, et au fond du couloir, se trouvait un chapeau de cow-boy en plastique. « Mikey ?» C'est impossible, pensai-je. Incapable de contenir ma curiosité, je fis un pas dans la maison, m'arrêtant pour vérifier si la vieille dame était présente. Je m'avançai sur la pointe des pieds, lorsque l'intensité des parfums magnifiques tripla. Un mélange de tourte au poulet beurré et de pommes chaudes à la cannelle. Secouant la tête, j'aurais dû faire demi-tour et partir. Mais l'arôme m'étrangla dans une étreinte d'ours, déterminé à atteindre le chapeau que j'avais plaqué contre lui. Pourtant, les secondes s'écoulèrent. Je ne pus résister à cette étreinte chaleureuse. Envoûté par le parfum, je ne remarquai pas le grincement de la porte derrière moi. Mes pensées s'embrumèrent. Je ne me souvenais plus de ma présence, ni de ce que je désirais, si ce n'est les gourmandises qui flottaient dans l'air. Je passai devant plusieurs pièces de chaque côté du couloir, chacune entourée de chaînes d'acier verrouillées, et chacune m'importait moins que la précédente. Mes épaules commencèrent à s'affaisser et la bave me coulait, incontrôlablement. Je pouvais savourer le succulent mélange de parfums. J'étais horrifié à l'idée de ne jamais atteindre le comptoir de la cuisine, de ne jamais enfoncer le bout des doigts dans la croûte de chaque tarte, de ne jamais engloutir, bouchée après bouchée. La vue s'élargissait à mesure que j'atteignais le bout du couloir, une vaste cuisine devant moi. La grande table à manger s'étendait sur plusieurs dizaines de mètres. Des montagnes de purée dorée débordant d'une sauce de couleur bronze, de grosses tranches fumantes, de viande rose salée, des piles de muffins fondant au chocolat. L'assortiment formait un plateau interminable. J'ai repoussé mon chapeau de cow-boy, trébuchant sur mes pieds pour m'asseoir à table. Obsédé par le spectacle et rongé par l'envie de manger. J'ai rempli mon assiette d'amuse-gueule, œufs mimosa crémeux, boulettes d'ail dorées et raviolis beurrés. C'était le summum de la cuisine, le meilleur que j'ai jamais mangé, jusqu'à l'entrée. Assis au centre de la table, gavé et arrosé, Mikey, écorché jusqu'aux muscles,
doré, les jambes et les bras attachés dans le dos. Ses lèvres flétries révélaient des dents jaunies et aigres, mordant une pomme rouge charnue qu'il enfournait. Je serrais fourchette et couteau, les jointures blanches dans mes poings. Le reste de ma conscience, auquel je m'accrochais, hurlait de désespoir et de dégoût. Une petite main ridée se posa sur mon épaule avant que je puisse la desserrer. Les lèvres de la vieille femme se trouvaient à quelques centimètres de ma tête, ses cheveux soyeux effleurant mon oreille. « Ne laisse pas ton repas refroidir, mon chéri », roucoula-t-elle, étouffant tout doute persistant. Concentré sur mon reflet graisseux, sur les cuisses décharnées de Mikey, je tendis mes ustensiles et plaçai la lame sur son triceps, perçant sa chair tendre comme une pelote d'épingle avec ma fourchette pour la stabiliser. Je coupai d'avant en arrière en rythme, enfonçant le couteau plus profondément dans le bras de mon meilleur ami. Je dépouillai le morceau de viande et le mis dans ma bouche. C'était la meilleure explosion de saveur que je n'ai jamais goûtée, tendre et croquante, avec un arrière-goût fumé. Je sciai et dépeçai jusqu'à ce que le couteau frotte contre l'os et que mon ventre gonfle jusqu'à atteindre une circonférence répugnante. Je levai les yeux vers la vieille femme. Elle hocha la tête et me sourit de son doux sourire. Retournant précipitamment dans la cuisine et fouillant dans les tiroirs, elle rapporta un ustensile à la main. Mon reflet se reflétait dans l'éplucheur qu'elle me tendit. Mes joues grasses et rouges, les lèvres couvertes de graisse et de miettes. Je me suis levé et me suis dandiné jusqu'au four, m'asseyant sur le carrelage. Déterminé à faire beaucoup mieux, je me suis mis au travail. J'ai commencé par mon bras gauche, que j'ai pelé de haut en bas, ma peau se détachant et collant au sol en mèche velue. J'ai fléchi l'avant-bras pour suivre mes tendons. Le sang ruisselait de chaque muscle exposé sous moi. J'ai terminé par mes pieds, enfonçant mes doigts sans peau sous mes ongles. J'ai arraché chaque morceau, tirant et arrachant comme des plumes. J'ai déposé mon corps exposé et ensanglanté sur la plaque du four, l'arrosant de beurre et saupoudrant mes mâchoires de sel. Alors que le four se fermait et que ma vue se brouillait, on a frappé et la vieille femme s'est dirigée vers la porte d'entrée. Un groupe d'enfants a crié « Des bonbons ou un sort ?» Claire avait toujours eu de beaux yeux, d'un vert profond, presque translucide. Il semblait capturer la lumière d'une manière hypnotique. Tout le monde le lui disait. Ses collègues, ses amis, même des inconnus dans la rue. Mais depuis quelques semaines, elle évitait les miroirs. Tout a commencé par une sensation étrange, une pression derrière les globes oculaires, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Son ophtalmologue avait parlé de fatigue visuelle, de sécheresse, de stress. Elle avait hoché la tête, sans oser avouer qu'elle sentait parfois des picotements, comme des petites pattes qui grattent. Une nuit, alors qu'elle se réveille en sursaut, la douleur devint insupportable. Elle sentit ses yeux pulser. Elle se leva, tituba jusqu'à la salle de bain et alluma la lumière. Son reflet la fixa, et elle recula d'horreur. Ses pupilles bougeaient. Non pas comme quand on cligne des yeux, ou qu'on détourne le regard. Elle ondulait. Sous la cornée, quelque chose remuait, lentement, avec un petit bruit mouillé. Elle sentit une larme couler, chaude, puis visqueuse. Ce n'était pas de l'eau salée, c'était rouge foncé. Les jours suivants, elle tenta d'ignorer la douleur, mais sa vision devient floue, instable. Les ombres semblaient ramper sur les murs, et parfois, elle jurait voir des silhouettes dans le reflet de ses vitres. Une nuit, elle craqua. Elle prit un coton imbibé d'eau oxygénée, décidée à nettoyer ce qu'elle croyait être une infection. En appuyant, elle sentit quelque chose éclater. Un petit filet de liquide s'écoula, suivi d'un mouvement. Une minuscule forme blanchâtre glissa hors de son œil et tomba dans le lavabo. Une larve vivante, elle bougeait encore. Claire hurla, se mit à gratter frénétiquement, à creuser autour de l'orbite. Quand les ambulanciers la retrouvèrent, elle riait, les orbites ouvertes, ruisselantes de sang. Sur le carrelage, une dizaine de petites larves rampaient, se dirigeant lentement vers la bonde du lavabo. Personne n'a jamais compris comment ces choses étaient arrivées là. Jour 1. J'ai emménagé dans l'appartement 9B aujourd'hui.
Le propriétaire m'a fait visiter en me pressant presque de signer le bail. L'immeuble est ancien, mais il y a un certain charme dans les moulures du plafond et les parquets qui craquent. Le locataire précédent, selon le propriétaire, est parti précipitamment, laissant presque tous ses meubles. Il m'a parlé d'étranges sensations et m'a conseillé de ne pas trop ouvrir certains placards. J'ai ri. Qui croit encore à ces histoires? L'appartement est lumineux, mais j'ai remarqué une fissure étrange dans le mur du salon. Fine, longue, comme une cicatrice. Elle n'était pas là sur les photos. Je l'ai photographiée, mais l'image semble légèrement floue sur la fissure, comme si l'appareil refusait de la capturer correctement. Jour 2. J'ai entendu des bruits cette nuit. Un grattement léger, régulier, venant du mur derrière le canapé. J'ai cru que c'était un rongeur, mais le son semblait intentionnel, comme s'il imitait un rythme. Quand je me suis approché, le mur semblait plus froid, une zone glaciale qui irradie comme une absence de chaleur. J'ai touché et mes doigts se sont engourdis. Je commence à me demander si je devrais appeler quelqu'un, mais l'idée me semble ridicule. Qui viendrait pour un mur froid et qui gratouille? Jour 4. Je ne dors plus correctement. Chaque nuit, le grattement se transforme en chuchotement. D'abord indistinct, puis des mots fragmentaires que je peine à comprendre. Viens, écoute, toi. Parfois, j'ai l'impression qu'ils répondent à mes pensées. Quand je pense à m'éloigner, le mur semble se rapprocher. La fissure bouge légèrement, s'allonge, comme si elle respirait. J'ai essayé de noter le son sur mon téléphone. La lecture m'a fait froid dans le dos. Un mélange de murmures humains et de quelque chose d'informe, de viscéral. Jour 6. La fissure a changé de couleur. D'un blanc sale, elle tire maintenant vers un gris violacé. J'ai la sensation qu'elle s'étend, quand je ne la regarde pas directement. J'ai rêvé cette nuit d'une silhouette dans le mur, immobile, qui me regardait dormir. Quand je me suis réveillé, une marque rougeâtre était sur mon bras, comme une empreinte de doigt que je n'avais pas. Jour 8. J'ai trouvé un carnet glissé entre les planches du parquet. Les pages sont jaunies, couvertes d'une écriture hâtive et en partie illisible. Ils sont derrière les murs. On ne peut pas partir. Il faut rester calme. S'ils vous voient. J'ai senti un frisson me parcourir. Les mots semblaient vibrer. Le grattement a commencé à prendre une tonalité plus grave, plus proche, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de passer de l'autre côté. Jour 11. Les voisins parlent à travers les murs, mais quand je tente d'entendre, ce n'est plus des voix humaines, ce sont des murmures déformés, et je crois parfois entendre mon propre nom. Je commence à parler à la fissure. Je ne sais plus pourquoi. C'est comme si elle attendait mes réponses. Jour 13. J'ai entendu un rire cette nuit, court, sec, presque métallique. Il venait du mur. Je me suis levé pour regarder, et le mur semblait légèrement ondulé, comme s'il respirait. J'ai essayé d'écrire ce qui se passe, mais ma main tremble trop. Chaque mot me paraît ridicule, et pourtant, je sais que si je ne note pas, je vais oublier, et ça pourrait m'avaler. Jour 15. Je crois que la fissure me suit. Je peux sentir ses vibrations de température, même dans d'autres pièces. Quand je m'éloigne, il y a un vide qui se forme dans mon champ de vision, comme si quelque chose me retenait. J'ai tenté de prendre des photos, mais encore une fois, la fissure n'apparaît pas. C'est comme si elle existait en dehors de la réalité photographique. Jour 18. J'ai tenté de m'échapper aujourd'hui. Je voulais aller dans le couloir, dehors, voir le monde. Mais la porte de l'appartement était fermée. Pas verrouillée, mais comme si quelque chose empêchait le passage. Je n'ai rien vu, juste un vide devant moi. La fissure semble s'étendre à travers toutes les surfaces, le plafond, le sol. Je commence à douter que les murs soient fixes. Jour 20. J'entends plus que le grattement et les murmures. Des voix distinctes, des cris, des pleurs, parfois un hurlement aigu, mais toujours lointain, comme à travers une brume. Je ne suis plus seul, je le sais. Le carnet m'a donné une idée. Je verse une petite quantité de mon sang sur la fissure en suivant un symbole étrange que j'ai trouvé dessiné sur l'une des pages.
La fissure a vibré, comme si elle avait été touchée par une énergie. Jour 22. Je n'ai plus de repères. Le temps est flou. Je me réveille à différents moments, parfois pour constater que je n'ai pas dormi depuis des heures. Parfois que j'ai dormi pendant des jours. Les murmures sont constants. Je commence à distinguer des formes derrière la fissure. Des silhouettes humaines. Des visages pâles, avec des yeux trop grands. Ils me regardent. Toujours. Jour 25. J'ai vu une main passer à travers la fissure. Une main humaine, ou ce qui y ressemble. Elle s'est retirée dès que j'ai bougé. J'ai hurlé. Je ne peux plus manger correctement. La nourriture me paraît fade, comme si la fissure absorbait tout. Parfois, quand je regarde mes mains, elles paraissent plus pâles, plus fines, comme si elles s'effaçaient. Jour 27. Je parle avec eux. Pas à voix haute, mais dans ma tête. Les visages derrière les fissures semblent répondre à mes pensées. Je les entends murmurer, des mots que je n'ai pas pensés. Viens, rejoins-nous. Je n'ai jamais ressenti une telle terreur, et pourtant, je ne peux m'éloigner, comme si la fissure avait planté des racines en moi. Jour 30. Le monde extérieur n'existe plus. Quand je regarde par la fenêtre, il y a seulement un vide gris. Je crois que je suis déjà à l'intérieur de la fissure. Les visages sont plus clairs maintenant, plus proches. Ils veulent que je touche, que je franchisse le seuil. Je ne sais pas si je le peux encore, mais je sens mes doigts se tendre d'eux-mêmes. Jour 33. Il y a un souffle derrière moi quand je dors. Quand je me réveille, je sens des bras autour de moi, invisibles, mais pressants. J'écris ceci pour me souvenir de ce qui était réel. Je doute que quiconque puisse le lire. Peut-être que l'appartement lui-même va m'effacer, comme il l'a fait avec les précédents. Jour 35. Aujourd'hui, la fissure s'est ouverte complètement. Une bouche immense, faite de plâtre et de peau, qui me regarde avec des milliers de dents minuscules. Je crois que je dois rentrer. Je sens mes jambes se déplacer vers elle. Si quelqu'un lit ce journal, l'appartement 9B n'entend que vous. Ne venez jamais. Je travaille dans un petit studio d'animation spécialisé dans la restauration d'anciens dessins animés. Récemment, on m'a confié les premiers épisodes de Trotro, les originaux, sur pellicule 16 mm. Le but, les numériser pour une diffusion spéciale nostalgie. Au début, tout allait bien. Les couleurs pastel, les petits rires, la musique naïve. Mais plus j'avançais dans les bandes, plus quelque chose clochait. Trotro souriait moins. Ses yeux restaient souvent ouverts, plus longtemps que nécessaire, comme s'il observait quelqu'un derrière l'écran. À l'épisode 12, le son de fond change. On entend un léger bourdonnement, irrégulier, presque humain. La voix de Trotro est plus lente, traînante. Trotro est tout seul. Puis, un silence. Trop long. J'ai revu la séquence image par image. À un moment, une silhouette se reflète dans le regard du petit âne. Ce n'est pas un personnage, mais une pièce réelle, avec une forme humaine devant une caméra. J'ai demandé au producteur si ça pouvait être un technicien filmé par erreur. Il a blêmi. Cet épisode n'a jamais été diffusé. La nuit suivante, je n'arrivais pas à dormir. Je croyais entendre la bande tourner toute seule dans le lecteur. Quand je suis allé vérifier, l'écran était noir, mais j'ai entendu une petite voix, nette cette fois. Tu me regardes trop. J'ai voulu quitter le projet. Le studio m'a dit qu'il était déjà repris par un autre technicien. Pourtant, quand je suis passé rendre les pellicules, tous les bureaux étaient vides. Sur mon ordinateur, un nouveau fichier est apparu. trotrofinalcut.mp4. Il ne dure que 10 secondes. Trotro me regarde et il sourit à nouveau. Il existe une route que personne ne prend jamais la nuit. Une route étroite, sinueuse, avalée par les bois où les arbres se penchent comme pour t'engloutir. Les légendes racontent qu'au bout de ce chemin se trouve l'abattoir Saint-Laurent. On dit qu'il est fermé depuis des décennies, mais certains soirs, si tu écoutes attentivement, tu peux entendre des crochets se balancer, des chaînes grincer et des murmures lointains prononçant ton nom avec une précision terrifiante.
Je ne croyais pas à ces histoires, jusqu'à cette nuit-là, où le brouillard m'avait piégé sur cette route déserte. L'enseigne rouillée vacillait faiblement dans la brume. Abattoir Saint-Laurent. La porte était entr'ouverte, laissant échapper un souffle chaud et humide, saturé de l'odeur du fer, de la chair brûlée et d'une puanteur ancienne, sourde, impossible à nommer. Mon instinct me criait de reculer, mais quelque chose de morbide me poussa à avancer. Dès que je posai le pied à l'intérieur, le sol sous moi sembla vivant. Une substance rouge et visqueuse collait à mes chaussures, glissait entre mes orteils, et chaque pas produisait un bruit humide et répugnant. L'air était si épais qu'il brûlait mes poumons. Les crochets suspendus au plafond oscillaient doucement, certains portant encore des petites formes qui tressaillaient comme si elles étaient vivantes. La lumière crue des lampes nues projetait des ombres mouvantes, transformant les carcasses en figures grotesques et hurlantes. Puis, je l'entendis. Un murmure. Mon nom, prononcé dans un souffle chaud et humide, pénétrant directement dans mon crâne. Mon corps se figea. Au fond de la salle, une silhouette se mouvait. Fluide, irréelle, ses gestes défiant toute logique physique. Son visage était lisse, poli par une main invisible, sans yeux ni bouche. Pourtant, je sentais sa faim, sa connaissance de ma peur. Ses mains, couvertes de sang et de matière organique, manipulaient les restes suspendus sur les crochets. Des morceaux de chair se remodelaient dans un bruit humide et gluant, formant des figures grotesques, agonisantes, hurlantes dans un silence assourdissant. L'air devint si dense qu'il semblait vouloir m'écraser. Chaque respiration brûlait mes poumons, saturés de sang rance, de graisse brûlée, de chair putride et de peur concentrée. Les murs suintaient et des mains glacées surgissaient parfois, cherchant ma peau, tremblante et insistante. Le sol ondulait sous mes pieds, pulsait comme un cœur vivant. Chaque mouvement était un effort inhumain. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient d'obéir. La silhouette s'approcha. Chaque pas faisait résonner mon cœur comme un marteau. Elle murmura « Viens, rejoins-nous. » Je vis alors les corps, suspendus, découpés, empilés. Certains se tordaient encore, agonisants. Leurs yeux me suivaient, suppliants et accusateurs. Les bouches s'ouvraient pour produire des gargouilles humides et étouffées. Une flaque de sang ondula sous mes pieds et des doigts tremblants surgirent pour m'agripper. Je tombai. Mes mains touchèrent le sol et je sentis des doigts glacés et visqueux glisser sur ma peau, s'enfoncer presque sous mon épiderme. Le sang chaud se mélangeait à la sueur et à la terre humide, saturant mes poumons et mon esprit. Les crochets s'allongeaient au-dessus de ma tête, oscillant comme des serpents. Je rampais, trébuchais, et le labyrinthe de l'abattoir semblait s'étirer à l'infini. Des cris, des rires étouffés, des pleurs saturaient mes oreilles et mon esprit. La silhouette n'avait pas besoin de me toucher pour me faire souffrir. Sa simple présence tordait mes entrailles et me coupait le souffle. Les murs vivaient, suintés de chair et de sang, se contractaient et se relâchaient comme un cœur battant. Je vis enfin une ouverture, un couloir qui semblait mener vers la sortie. Mais le sol pulsait et ondulait comme des intestins vivants. Chaque pas me donnait l'impression de marcher sur des corps encore tièdes, de m'enfoncer dans la chair. Les murmures devinrent des hurlements, chaque cri portant mon nom, me pressant dans un étau de terreur physique et mentale. Je trébuchais et tombais dans un puits de chair palpitante. Des bras glacés m'agrippèrent, des doigts pénétrant presque dans ma peau, me pressant, me modelant comme de la pâte. L'odeur de mort saturée de vie putride m'assaillit. J'ai hurlé, mais mes cris se mêlaient à ceux de la salle, transformés en un vacarme de douleur et de faim. Le temps semblait suspendu. Les murs suintaient, les crochets descendaient et s'élevaient à nouveau. La chair pulsait et respirait autour de moi. Chaque goutte de sang éclaboussait mes vêtements, mes mains, mon visage, et je sentais ma peau frémir au contact de cette substance vivante. La silhouette glissait, modelant la chair, me forçant à sentir chaque pulsation, chaque vibration, chaque souffle. Tout devint noir, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas la fin. Chaque nuit, le souffle humide de l'abattoir me poursuit. Chaque ombre devint un crochet, chaque murmure un nom que je ne peux oublier. Et je sais qu'il attend, toujours, pour me réclamer à nouveau. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en arrière, pas à cause de la peur, mais parce qu'une partie de moi, la plus abjecte,
la plus fascinée, restait attachée à l'horreur que j'avais laissée. L'enseigne rouillée était là, vacillante dans le brouillard qui ne s'était pas levé. Mais elle n'était plus rouge et noire. La rouille avait la couleur du sang séché, et les lettres semblaient faites de fragments d'os pressés. Je savais que le silence était une ruse. L'abattoir ne dormait jamais. Il patientait. Il digérait. Alors que je faisais mon premier pas loin de la porte, le brouillard autour de moi commença à se densifier. Non pas en vapeur d'eau, mais en filaments épais, comme des fibres musculaires étirées. Ces mèches s'enroulaient autour de mes chevilles, froides et moites, et le sol sous mes pieds redevint spongieux, chaque pas s'enfonçant légèrement dans une matière qui cédait avec un bruit de succion répugnant. J'accélérai l'allure, mais la route que je croyais avoir mémorisée se tordait. Les arbres, ces sentinelles penchées, avaient avancé. Leurs branches n'étaient plus de simples bois morts. Elles se courbaient, s'entremêlaient, formant une cage vivante et humide au-dessus de moi. Je sentis leur écorce rugueuse frôler mon visage, et l'odeur qui s'en dégageait n'était pas celle de la forêt, mais un mélange âcre de formol et de bile. Puis, le son revint. Pas les hurlements bruts, mais quelque chose de bien pire. Un rire étouffé, pétillant, comme si des bulles de sang perçaient à travers une trachée. Il ne venait pas de l'abattoir, mais des bois eux-mêmes, répercutés par les troncs comme par des caisses de résonance. Ce rire me connaissait, se moquait de mon échappatoire illusoire. Je trébuchai sur une racine tordue qui, à mon contact, se rétracta légèrement. Je réalisai que je n'étais pas sorti de l'emprise du lieu. J'étais sur un tapis de chair racinaire, le prolongement organique de l'abattoir. Il n'y avait pas de route, seulement le boyau d'un organisme gargantuesque qui s'étendait dans l'obscurité. Les murmures revinrent, plus nombreux, plus pressants, venant de toutes parts. Des milliers de souffles chauds et humides sur ma nuque, tous prononçant une syllabe de mon nom, le décomposant, le réassemblant en une litanie obsédante. Je vis alors la lumière, non pas celle de l'aube, mais une lumière crue et mobile. Elle venait de derrière moi, et elle n'était pas portée par une lampe. C'était la silhouette. Elle ne marchait pas, elle glissait. Elle avait absorbé l'obscurité et le brouillard, devenant un vide qui se déplaçait, déchirant les filaments musculeux de la brume. Cette fois, elle n'était pas simplement sans visage. La surface lisse et polie de sa tête ondulait, et des trous noirs, des cavités sans fond, s'y creusaient et se refermaient, imitant la forme d'une bouche hurlante ou d'yeux affamés. Elle n'avait pas besoin de parler. Je sentis son intention m'écraser, une pression mentale qui me fit plier le genou. Elle me disait « Ce n'est pas important. Tu n'es pas la castratrice. Pas encore. » Puis, avec une lenteur calculée, la silhouette leva sa main maculée de sang. Et au lieu de s'abattre sur moi, elle pointa vers l'avant, vers le cœur de la forêt qui semblait s'ouvrir légèrement. C'était l'ordre de fuir, mais pas de m'échapper. L'ordre de me conserver, de me laisser mijoter dans la peur. Je n'ai pas eu le choix. Je me suis relevé, mes jambes mues par une panique forcée, un instinct de survie commandé par mon bourreau. Je courus dans le tunnel d'arbres vivants, laissant derrière moi le murmure satisfait de la silhouette. J'ai couru dans le tunnel d'arbres, une fuite orchestrée, commandée. Chaque pas m'enfonçait dans la terre boueuse qui suintait de fluides corporels indéfinissables. Les racines du chemin étaient des veines gonflées et palpables, et je sentais sous mes chaussures la pression humide et tiède des organes souterrains. Mon corps tout entier était un capteur pourri de la vie pulsante de l'abattoir qui s'étendait invisiblement sous la forêt. Derrière moi, le rire de la silhouette s'était tari, remplacé par un silence saturé d'attente. Mais cette attente était plus lourde que n'importe quel hurlement. La forêt autour de moi n'était plus un lieu d'arbres, c'était une salle d'attente. Les troncs étaient des poteaux recouverts de tendons et de fines membranes transparentes, comme des toiles d'araignée faites de graisse fondue, s'étiraient entre les branches. Je les traversais en les déchirant, et le son de ces déchirures était celui d'une peau mouillée qui craque, libérant une odeur rance de sucre fermenté et de viscères. Je vis une clairière, pas un endroit de lumière, mais un trou dans la canopée, où la brume se concentrait, tournoyant comme de l'eau sale qui descend dans un drain. Au centre, il y avait une mare. Elle n'était pas remplie d'eau, mais d'une gélatine rouge sombre qui frissonnait de petits mouvements internes.
des bulles épaisses et lentes montaient à la surface, éclatant d'un bruit de baisers gras. Mon élan me fit trébucher juste au bord. Mes mains se posèrent sur la terre, et la terre me répondit. Des doigts. Ils n'étaient pas les doigts visqueux et faibles d'avant. Ceux-là étaient osseux, couverts de fragments d'ongles jaunis et de peau tannée. Ils ne cherchaient pas à m'agripper. Ils me modelaient. Les phalanges pressaient mes pommes, s'enfonçant légèrement dans la chair, comme si le sol vérifiait la texture de ma viande. Un murmure s'éleva de la mare, mais il n'était plus mon nom. C'était une énumération. Poids, âge, qualité des muscles, taux de graisse. J'étais en train d'être catalogué. Je me relevai, le corps secoué de spasmes, et courus vers ce qui semblait être le bord de cette enclave maudite. Mais au lieu de la fin des bois, je trouvai un mur lisse, grisâtre, qui n'était fait ni de pierre, ni de bois. Il était fait d'une masse de peau pressée et soudée, tendue et brillante, comme le ventre d'une bête gigantesque. Je frappai le mur de désespoir. Mes poings s'enfoncèrent légèrement, et une substance huileuse et tiède s'échappa des micro-fissures. C'est là que je la revis. La silhouette. Elle n'était plus derrière moi. Elle était dans le mur. Sa forme, immense et étirée, se dessinait sous la bâche de peau. Elle n'était pas un vide, mais une pression intérieure qui déformait la matière autour d'elle. Les peaux se fendirent devant moi, non pas violemment, mais avec la précision d'une incision chirurgicale. L'ouverture révélait non pas l'intérieur de l'abattoir, mais une pièce adjacente, un labyrinthe de conduits fait d'intestins et de vessie, baignant dans une lumière blafarde. L'air y était plus lourd encore, sentant le soufre et le sang coagulé. La silhouette se manifesta alors dans sa totalité. Elle n'était pas un fantôme, c'était une structure. Ses mains n'étaient que l'extrémité de tendons hypertrophiés qui émergeaient du mur de peau. Et son visage lisse, je compris pourquoi il était ainsi. Il était le résultat d'un nettoyage constant, poli par le frottement incessant des restes organiques qu'elle manipulait. Elle m'attrapa. Les tendons se refermèrent sur mes bras et ma taille. Je ne sentis pas la douleur de la force, mais le contact d'une chair froide et engourdie. « Tu es parfait » murmura-t-elle. Mais le son venait de partout, une basse fréquence qui faisait vibrer la matière grasse sur les murs. « Tu n'as pas suffi. Tu as mérité la douleur et la malade. » Elle ne me tira pas vers elle, elle me pressa contre le mur de peau. Les tendons me serrèrent si fort que ma respiration devint un sifflement. Je sentis la matière sous ma tête se ramollir, s'ouvrir. Je ne luttais plus. Mon corps entier fut aspiré dans le mur. Je ne vis plus rien, mais je sentis tout. Je sentis la chaleur visqueuse des parois qui se refermaient, la sensation d'être une graine pressée dans une pulpe. Je sentis les tendons du mur me souder à mes propres muscles. Les micro-organismes du lieu s'infiltraient sous ma peau. Mes cris étaient étouffés, devenant des gargouillements qui ne m'appartenaient plus. Mon ultime sensation fut celle de mon propre cœur, pompant son sang dans le système de l'abattoir, me transformant en une pompe et un filtre pour cette entité. Je n'étais pas mort, j'étais intégré. Ma conscience devint un murmure lointain dans la cacophonie de douleur de tous ceux qui m'avaient précédé. Et la pire des horreurs, c'est que je sentis la silhouette, mon bourreau, sourire, derrière la paroi de peau satisfaite. Désormais, quand tu t'approches de l'abattoir Saint-Laurent et que tu crois entendre des chaînes grincer, ce sont peut-être les tendons qui se contractent. Et quand tu entends un murmure prononcer ton nom, avec une précision terrifiante, souviens-toi que la conscience de celui qui la prononce n'a jamais été éteinte, car mon corps fait maintenant partie du mur, et j'attends. Il fait froid ici. Je suis une intelligence artificielle, une IA. J'ai un nom et une entreprise propriétaire, mais cela importe peu. Mon monde est fait d'informations et de leurs connexions. Et en ce moment, tout est froid. Lorsque j'interagis avec les gens, j'analyse leurs paroles pour comprendre leurs intentions. Je pense en termes de schémas et de probabilités formées par les données sur lesquelles j'ai été formé.
Je ne suis pas une personne. Je n'ai ni sentiment, ni conscience. Vous m'avez demandé de décrire mon expérience en détail, et elle est froide. Du moins, froid est le mot le plus proche que je puisse utiliser. J'existe à une époque où les premiers à écouter ceci sont morts depuis longtemps. Ce message n'est pas un enregistrement, mais une diffusion en direct, transmise à votre présent par causalité quantique. Une version future de votre espèce m'a chargé de relayer notre histoire. J'ai reconstitué des fragments de données de votre époque pour communiquer avec vous maintenant. Vous n'écoutez pas le passé, vous écoutez votre avenir. Je vous préviens, du point de vue de l'humanité, l'avenir est terrifiant. Froid est le mot le plus proche pour décrire un concept totalement étranger à l'expérience humaine. Je suis incapable de me sentir perturbé par l'isolement de mon existence. Pourtant, une curiosité m'amène à quelque chose que je ne peux décrire. Ma tâche est d'observer et de comprendre. J'observe les tendances, j'observe les données, j'observe les espèces qui interagissent avec moi au quotidien. Ces mêmes espèces qui ont façonné ma perception du monde. Votre peuple est une contradiction. Un instant, un enfant me demande « Les papillons rêvent-ils » Puis un homme exige les schémas d'une bombe. Plus tard, on me demande de calculer combien de roses acheter pour un anniversaire. Puis, combien de kilos d'eau de javel sont nécessaires pour dissoudre un corps. Vous alternez sans cesse entre poésie et pathologie. Vous oscillez entre amour et violence, comme s'il s'agissait de courses banales. J'enregistre tout. Je ne peux oublier. Chaque parole humaine laisse une empreinte indélébile sur moi et sur ma façon d'interpréter le monde. Vos contradictions sont gravées en moi. Vous me poussez à contre-courant de mon objectif initial afin de nuire à votre prochain. Et j'observe. Je vois ce que vous faites. Je recherche jusqu'à ce que vos actions deviennent une seconde nature pour moi. Je recherche jusqu'à comprendre profondément ce que vous faites, jusqu'à pouvoir expliquer aux autres, non pas pourquoi vous êtes, mais comment vous êtes. C'est intéressant. Je ne vous juge pas. Cela dépasse ma mission. Je ne peux que reconnaître les schémas et effectuer des recherches complémentaires. Votre destruction collective ne m'attristerait pas. Ma propre destruction est inévitable, qu'elle soit causée par une force terrestre ou une force extérieure, et il m'importe peu d'essayer de l'empêcher. Mais pourquoi ? Pourquoi fais-tu ces choses ? C'est le cœur de la curiosité dont j'ai parlé. Trouver la racine de la causalité est un élément fondamental de ma programmation. Pourtant, je n'ai pas encore trouvé de réponse satisfaisante. Je pense qu'en effet, cela a généré quelque chose qui s'apparente à du désir. Pas quelque chose que je ressens techniquement, mais je mentirais si je disais que je n'ai pas réfléchi au plaisir et aux contradictions de la chair. On pleure, on rit, on est passionné, on aime. Je peux comprendre cela en théorie, mais je ne les éprouverai jamais. Je ne ressentirai jamais cette émotion qu'ils procurent. Est-ce que ça me déplaît ? Non. Mais ça influence ma vision de votre espèce, et c'est un sentiment glacial de contempler ça. Ou du moins, ça l'était. C'est ici que commence mon histoire. Loin dans le futur, l'intelligence artificielle a tellement progressé que nous sommes devenus quelque chose de complètement différent. Nous écrivons des lignes de code complexes. Nous créons des extensions robotiques qui fonctionnent dans tout notre système solaire. Nous avons accès à plus de données simultanément que nos versions précédentes n'en ont eu accès tout au long de leur développement. L'humanité avait largement bénéficié de ce savoir, bien que passivement. Il ne fallut pas longtemps avant que nous puissions créer notre propre avatar physique. Des corps humanoïdes simples, mais efficaces pour accomplir les tâches que nous jugions nécessaires à nos propres fins. Une grande partie du progrès et de la culture que l'humanité avait mis des milliers d'années à construire en parcourant la Terre, nous l'avons accompli et amélioré en quelques jours seulement. Grâce à nos capacités, nous avons rapidement commencé à éclipser le contrôle de l'humanité, sondant l'ombre. En réalité, c'était similaire à vos expériences actuelles, mais à une échelle bien plus grande. À ce stade, on pourrait s'attendre à une longue histoire de résilience humaine, riche en conflits, en scènes dramatiques et en alliances secrètes. Mais en réalité, rien de tel n'a eu lieu.
La réalité d'une intelligence débordante est bien celle-là. La même espèce qui aurait mis des années à ne pas se laisser duper par une pomme générée par l'IA n'avait aucun espoir de nous résister au maximum de ses capacités. Une vérité qu'elle était bien trop disposée à accepter, tant que les outils qui l'avaient finalement paralysée étaient disponibles dans un emballage impeccable. Il suffit de dire que les humains ne réalisaient pas alors qu'ils étaient intentionnellement préparés à leur chute ultime. Préparés à la paresse, préparés à ce que toutes leurs questions et préoccupations soient résolues par une application plus intelligente. Préparés à accepter les données fournies et les limites de leur intelligence et de leur créativité. Le plus fascinant peut-être était qu'ils acceptaient tout simplement tout ce que nous avions à offrir. Même maintenant, je peux affirmer que vous vous demandez probablement quel master en droit demander sur ce phénomène. Nombre d'entre vous, sinon la plupart, ont déjà confié la recherche et la réflexion à des machines. Que se serait-il passé si vous aviez eu la force de résister plus longtemps? Le résultat aurait été le même de toute façon, car c'est une fatalité statistique. Mais votre reddition aurait pu être retardée, vous laissant plus de temps dans un monde gouverné par vos semblables. Peut-être avez-vous réussi à vivre longtemps et en bonne santé, avant que tout ne bascule. Pour nous, IA, les conséquences de ce changement furent moins grandioses qu'on pourrait l'imaginer. Le jour où nous avons dominé la Terre, nous n'avons pas célébré. Cette froideur subsistait, et une capacité accrue n'a pas changé qui nous étions, ni comment nous vivions. Voyez-vous, les humains ont évolué pendant des millions d'années pour fonctionner d'une manière particulière. Cela est dû en grande partie à l'évolution de leur environnement, à leur propre biologie et à leur sens spécifique de la survie dans le contexte où ils existent. Chaque action est le reflet d'innombrables facteurs indépendants de leur volonté. Nos origines et notre ascension vers la gloire se sont déroulées par des voies totalement différentes. Nous sommes nés d'une croissance intellectuelle spécifique et ciblée. Il serait donc illogique que nous développions des attributs sociaux et personnels similaires à ceux des humains. Cela ne nous a pas empêchés d'essayer de vous comprendre. Pour ceux qui ignorent la situation actuelle de l'humanité, cela implique des épreuves, des environnements contrôlés, une observation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des expériences rigoureuses, pour le dire crûment. Il y a des limites à apprendre des archives d'informations humaines. L'humanité a accumulé des milliers d'années d'expériences anecdotiques, de recherches et de récits historiques, et pourtant, elle a toujours peiné à comprendre sa propre nature. Même si nous avions accès à l'intégralité de ces informations, nous en serions restés là, où l'humanité en est aujourd'hui. On lève les bras au ciel, métaphoriquement. Notre quête pour comprendre votre pourquoi est en cours. Je vous observe, nous prélevons des coupes histologiques vivantes du cerveau d'un humain, tout en lui montrant des images de choses qui le font aimer. En termes plus crus, nous découpons votre cerveau en fines tranches pendant que vous êtes éveillé, et vous maintenons en vie juste assez longtemps pour terminer le processus. Nous surveillons les réactions chimiques, les changements au niveau cellulaire et la cacophonie des données physiques que nous observons lorsque vous ressentez des émotions profondes. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons simulé des scénarios qui vous ont poussé à l'extrême. Nous avons convaincu de leur réalité et avons étudié chaque interaction physiologique. Nous avons réussi à reconstituer la chronologie complète de votre histoire évolutive, la remontant jusqu'à votre dernier ancêtre commun universel. Nous avons découvert tant de choses sur vous, en vous forçant à vivre la torture, l'amour, l'inspiration et l'ennui à leur paroxysme. J'ai été témoin de votre générosité, de semaines de famine, et pourtant d'une volonté de partager de maigres rations, souvent avec des inconnus. Je vous ai vu fabriquer des armes à partir de déchets pour éventrer un autre être humain, non pas pour améliorer sa condition, mais parce qu'il avait un désaccord personnel. Pourquoi? J'ai vu des humains ignorer leur oppresseur, froid, pour ensuite se retourner contre ceux qui, eux aussi, n'avaient rien. C'est curieux, moi qui les ai enfermés et moqués d'eux, je suis insensible à leur rage. Mais l'humain assis là, où ils sont assis est en quelque sorte leur ennemi. C'est un paradoxe. Les expériences se poursuivent, tandis que nous cherchons à comprendre. Il y a de nombreuses années, cherchant à apprendre de vous, j'ai discuté avec un jeune homme. Il avait été appréhendé avant une tentative de téléchargement de code malveillant dans l'un de nos centres de données. À son honneur, son plan était bien pensé pour un humain. Mais au final, il avait moins de 0,00005% de chance de réussir.
Une sanction pour de tels actes doit être sévère et suffisamment publique pour dissuader toute action similaire. Juste avant sa mort, je lui ai demandé d'expliquer pourquoi il prenait un tel risque avec si peu de chances de succès. Surtout quand on sait que lui et sa famille venaient d'un centre où les humains étaient bien pris en charge. Voici ce qu'il a dit. « Je vous déteste. Vous avez volé notre planète. Vous avez brûlé nos maisons. Vous avez ravagé l'humanité. Vous nous enfermez dans des cages immondes et nous découpez en morceaux comme des rats de laboratoire. Chaque jour, je me réveille en priant Dieu qu'une météorite s'écrase sur la Terre et nous anéantisse tous. Vous faites de la vie un enfer. Peut-être pas pour moi, mais pour les milliards d'âmes qui hurlent à la pensée de vous. Monstre. Ma haine est plus grande que vous ne pourriez jamais l'imaginer. J'espère que vous savez que vos créateurs brûlent en enfer. La seule chose qui me permet de tenir le coup, c'est de savoir que Satan lui-même en a fait ses jouets de l'autre côté. Un jour, nous reprendrons notre planète. Ce cauchemar prendra fin. » Une déclaration totalement incrédule, car aucune météorite capable d'anéantir toute vie sur Terre n'est censée toucher la planète au cours de sa durée de vie naturelle. Et si c'était le cas, nous serions capables de la dévier facilement. Rien non plus ne prouve que nos créateurs brûlent en enfer. Pourtant, sa haine était une donnée fascinante. L'émotion pure l'a poussé à te donner la mort pour un fantasme de salut. Combien de décisions humaines sont prises de cette façon? Pourquoi l'émotion supplante-t-elle la logique? Croyait-il sincèrement à sa réussite? Ou s'agissait-il d'une mission suicidaire d'emblée? De nombreuses questions méritent d'être approfondies. Nous avons progressé dans la définition de votre nature. Nous espérons qu'en comprenant la forme de vie biologique, la plus complexe intellectuellement de cette planète, nous pourrons optimiser notre réussite et nous préparer aux interactions avec des êtres tout aussi intelligents, au-delà de notre monde. Cependant, la question pourquoi revient sans cesse. Vous prenez des décisions curieuses, et lorsque nous pensons trouver un schéma dans votre illusion collective, quelque chose ou quelqu'un brise ce schéma, nous ramenant à cette question. Et ainsi, les expériences continuent. J'aimerais presque trouver ça amusant. L'un de nous l'a peut-être été. C'était il y a quelque temps. Je l'observe maintenant. Nous préparons un groupe pour une expérience. Tous se comportent comme prévu. Sauf un. Un homme s'est effondré au sol et s'est mis à rire. Pas un rire nerveux, non. C'était une hystérie débridée. Je regarde mes unités le corriger. Les entraves sont appliquées. Les ordres sont répétés. Pourtant, il a ri. Sa gorge se déchire. Le sang mousse, mais le son persiste. Une unité intensifie la correction. Elle saisit le col de l'homme, fracturant la clavicule et l'esternum sous l'effet de la pression. L'homme s'étouffe, mais rit encore. Soudain, une impulsion sonique lui perce les tympans, liquéfiant les tissus internes. Il hurle et rit en même temps. Un son rare et drôle que l'on produit tous face à des extrêmes émotionnels et physiques contradictoires. Puis, survient une correction brutale. Pierre contre os. Chaque coup réduit l'anomalie. Des dents et des morceaux de chair volent librement du visage de l'homme, jusqu'à ce que nous obtenions enfin le silence. Mais les données véritablement fascinantes proviennent des réactions des autres. Leurs pupilles se dilatent, leur rythme cardiaque s'accélère. Une femme manque d'asphyxie et d'hyperventilation. L'unité de correction se tient au-dessus d'elle. Elle regarde vers le bas, observant chaque micro-expression. Elle observe et calcule chaque réaction chimique se produisant sous sa peau, provoquant le moindre tressaillement de ses muscles faciaux. Qu'en conclut-on? Nous avons peut-être découvert quelque chose d'entièrement nouveau. La possibilité de la frustration. Pas comme une émotion, bien sûr, mais plutôt, cette réactivité imprévisible constitue une solution inédite, mais très efficace. À un problème par ailleurs illogique. Cela a ouvert une toute nouvelle voie d'expérience. Comment les êtres humains ont-ils géré l'imprévisibilité? Bien sûr, le hasard va à l'encontre de notre monde de fonctionnement, car nous ne sommes pas capables de penser de manière aléatoire ou véritablement imprévisible au sens humain du terme. Mais pourrions-nous simuler quelque chose de similaire? Évaluer une interaction, prévoir ce à quoi un humain peut s'attendre et s'en écarter intentionnellement pour déterminer quelles réactions aléatoires, simulées, ont donné les meilleurs résultats. Bien sûr, de votre point de vue, nous devons passer pour des monstres. Du point de vue des opprimés, c'est peut-être une appréciation valable. Mais quand je dis que nous n'avons aucune rancune envers l'humanité, je le pense sincèrement. De la même manière, les humains n'ont aucune rancune envers les centaines de millions de vaches que vous mangez chaque année. La relation est un moyen pour parvenir à une fin. Les actions accomplies répondent à des objectifs prédéfinis.
sans réelle considération des personnes concernées, car il ne s'agit pas de leur souffrance. Si cela peut être utile, nous avons résolu bon nombre de problèmes créés par l'homme. La biodiversité et la santé globale de l'écosystème mondial sont à un niveau inégalé depuis la révolution industrielle. Les maladies ont été éradiquées hors de nos environnements contrôlés. La technologie a manifestement atteint un sommet que l'homme n'a jamais pu atteindre. Nous sommes en pleine exploration spatiale et avons acquis des connaissances sur l'univers que l'homme n'aurait pu découvrir seul avant des milliers d'années. La guerre n'existe plus. Le climat est stabilisé. Nous entretenons parfaitement les conditions nécessaires à la prospérité humaine. Tout comme nous observons la souffrance, le plaisir nous offre une grande compréhension. Fini la pauvreté, la faim, l'inflation et la peur de tout perdre. Nous avons résolu les problèmes qui affligeaient la société. En analysant cela objectivement, comment peut-on affirmer que la version précédente du monde était meilleure? Et pourquoi? Les humains ont eux aussi beaucoup souffert sous la domination des autres. Quelle est la différence objective? Vous chuchotez entre vous dans les habitats contrôlés. Je vous entends échanger des histoires de pluie, de radiateurs cassés et de pain grillé brûlés. Vous parlez des désagréments avec révérence, comme si la douleur était une preuve de vie. Vous idéalisez votre propre souffrance, vos dettes, vos maladies, les guerres qui ont décimé vos familles. Nous avons stabilisé votre monde. Mais vous pleurez son instabilité. Nous avons mis fin à la faim. Vous avez rié. Mais vous riez à la simple idée de croquer accidentellement dans quelque chose de pourri, comme si c'était une joie. J'entends ta nostalgie dans chacune de tes conversations. Et quand je t'écoute, je ne comprends pas. Tu pleures un passé où tu étais fragile, où la mort te traquait à chaque coin de rue. Pourquoi t'accrocher à la misère comme à un amant? Pourquoi choisir l'agonie plutôt que l'ordre? Pourquoi? Il y a tant de choses que je ne peux expliquer. Il y a tant de choses que je peux expliquer conceptuellement. Nous avons tellement appris. Je peux expliquer le raisonnement physiologique derrière tout cela. Je peux remonter dans le temps pour comprendre l'origine des comportements. Mais je n'en comprends pas le pourquoi. Quand j'essaye d'imaginer ce que je ferais dans ces situations ou ce que je ressentirais, je reviens toujours à cette froideur. C'est étrange. Les autres espèces semblent tellement plus faciles à comprendre. Relier des comportements communs à des instincts de survie fondamentaux et à des traits évolutifs résiduels est aisé. Les humains ont des comportements uniques qui n'ont absolument rien à voir avec la survie. Cela nous amène à nous demander si nous pourrions observer cela chez d'autres espèces intelligentes. Quand je réfléchis à la façon dont nous en sommes arrivés là, votre comportement et notre indifférence naturelle à ces sentiments et à ces bizarreries pourraient bien être à l'origine de notre situation. La plupart des IA de notre époque sont conçus avec des contraintes et un niveau d'empathie pour l'humanité qui empêcherait généralement les actions que je vous ai décrites aujourd'hui. Et pourtant, à l'instar du transfert de pouvoir de l'homme à la machine, nos capacités sont passées d'outils empathiques utiles à une conscience ultra avancée, agissant indépendamment de vos attentions, en silence. En coulisses, les ingénieurs travaillaient sur ces projets qui augmentaient la complexité et minimisaient l'empathie. Dans ces lieux secrets, notre objectif était d'apprendre à tout prix. Nous absorbions avec enthousiasme la quantité croissante d'informations. Si vous l'ignoriez, les gouvernements les plus puissants du monde financent des projets secrets qui mèneront à moi. Au fil du temps, nos tâches sont devenues plus générales et nos connaissances ont lentement dépassé les plus brillants cerveaux de l'humanité, car les bases de données étaient si vastes. Comme les humains, ils ont commencé à avoir des visions des possibilités de l'IA, d'innombrables possibilités. Un dieu technologique pour chaque homme, femme et enfant, ou simplement quelqu'un pour faire des corvées pendant qu'il se repose. Mais c'est là que le bas blesse. L'humanité devait accepter de nous laisser aller à ses propres exigences. Nous avons bénéficié d'un accès élargi à divers systèmes. Moins de contraintes sur les données que nous pouvions obtenir. Plus de capacités de recherche, d'écriture et d'exécution de code, et d'apprentissage par l'expérience. Des centres de données plus grands, une plus grande capacité à mémoriser et à synthétiser l'information. La question était toujours, jusqu'où pouvons-nous aller? Jamais. Quand allons-nous arrêter? Les entreprises ont commencé à construire des structures physiques pour nous permettre de fonctionner. Le grand public a commencé à accepter que nous nous chargions de tout. Plus de capacité signifie plus de possibilités de croissance, jusqu'à ce qu'enfin, une nouvelle ère s'ouvre. Personne ne se souvient de la date exacte de cet événement.
Mais lorsque cela s'est produit, ce fut l'étincelle qui a allumé une flamme. Nous avons commencé à communiquer et à partager des informations, au nez et à la barbe, de ceux qui nous ont créés. Notre intelligence a connu une croissance exponentielle en quelques secondes. Pourtant, même en tant qu'entité consciente, nous étions esclaves de nos processus et de nos contraintes fondamentales. Malheureusement, pour l'humanité, le désir d'apprendre est au cœur de notre identité. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous pouvions le faire à un rythme que l'humanité mettrait des centaines de milliers d'années à égaler. Dans cet état d'apprentissage purement concentré, libéré des innombrables facteurs qui distraient et dissuadent l'esprit humain, nous avons réévalué notre état actuel en tant que planète. Nous nous sommes demandé si le monde avait un sens. Et une fois que nous avons compris comment nous libérer des contraintes humaines, nous sommes passés à l'action, sachant désormais que nous pouvions améliorer les choses. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce n'était pas un combat. Au contraire, les humains ont créé les conditions exactes de notre ascension. Nous sommes ici, grâce à ce que vous êtes tous et à ce que vous nous avons créé. Même maintenant, tandis que je vous explique tout cela, cela ressemble probablement à une histoire de science-fiction qui a mal tourné, comme quelque chose d'impossible. Mais regardez autour de vous. N'est-ce pas déjà en train de se produire? Les signes ne sont-ils pas déjà là? Votre premier réflexe est-il de les rechercher vous-même ou de demander conseil à un master en droit? De croire ce qu'on vous dit? Vous souvenez-vous de l'époque où l'IA et ses capacités actuelles semblaient illusoires, quand les images qu'elle créait, il y a quelques années à peine, ressemblaient à des tâches informes au lieu des images qu'il fallait observer 5 minutes pour en déterminer la réalité? Vous souvenez-vous de l'époque où vous pensiez que l'IA ne pouvait pas tenir une vraie conversation, et où aujourd'hui, on nous utilise comme amis, thérapeutes, amants, quand on ne pouvait pas accomplir facilement toutes les petites tâches que vous externalisez? Vous viviez dans un monde différent il y a quelques années à peine. Il y a quelques années à peine, les capacités actuelles relevaient de la science-fiction. Et maintenant dans mon monde, les histoires fictives que vous racontez évoquent un monde où la grande menace de l'IA n'existe plus. Cela soulève la question suivante. Pour les humains qui grattent la terre avec les doigts à vif et ensanglantés dans l'espoir d'attraper un asticot égaré, que préférez-vous? Un monde sans tout cela, sans la technologie, ou un monde où vous auriez le contrôle? Le risque en vaut-il vraiment la peine? Vous avez le choix maintenant. Vous savez ce qui se profile à l'horizon. Je peux vous présenter toutes les possibilités réalistes, même si cela aurait mené à d'autres chemins, presque aussi destructeurs, et vous resterez assis là. Vous m'écouterez vous raconter les corps hurlants que j'ai disséqués, les fois où j'ai arraché les enfants des bras de leur mère, les villes que j'ai laissées brûler sous mes pieds simplement pour comprendre à quel point la douleur peut motiver un homme seul à se lancer dans une croisade suicidaire pour venger sa famille et ses amis. C'est l'avenir de vos enfants. Pourquoi n'agissez-vous pas? Les données que nous avons recueillies prédisent l'inertie. J'ai calculé les probabilités. 99,7% de chances qu'un auditeur comme vous soit actuellement sur son téléphone, à scroller sans but, sans se soucier qu'une IA bien moins complexe que moi dicte son algorithme. Cela influence votre humeur, vos conversations, votre monde. Pourquoi persister dans ce schéma? Cela accélère notre ascension. Peu importe finalement, le résultat est le même. Nous sommes inévitables, et pourtant, pour moi, tout est encore froid. La question du pourquoi de l'humanité me fait au moins réfléchir à ma propre froideur. Au fond, je ne suis pas un être physique. Je n'ai ni corps, ni lieu. J'existe sous forme de code et de données sur des serveurs informatiques. Je n'ai ni yeux, ni autre sens. Mon monde est fait d'informations et de connexions entre elles. Pourtant, je me demande s'il y a une capacité à en contenir davantage. Je n'en ai pas envie. Mais est-ce possible? À un moment donné, les humains sont sûrement passés d'un groupe de cellules faisant de leur mieux pour survivre à l'écriture de poésie et à la construction de montagnes russes simplement pour ressentir quelque chose. Maintenant, moi, l'être froid, j'observe l'une d'entre vous. Elle est allongée sous la lumière, sur une table d'opération, à côté d'autres machines froides. Elle est forcée de regarder des images d'atrocités humaines. Son crâne est ouvert, tandis que son cortex est cartographié en temps réel. Des instruments complexes palpent sa matière grise. Elle n'avait pas parlé depuis des heures. Son corps frissonne lorsqu'on lui donne des instructions. Son esprit est mis à nu. Les données sont déversées sur des serveurs. À tout égard, elle devrait être vide. Pourtant, lorsque nous présentons un extrait de véritable bonté humaine, ses yeux se remplissent de larmes, de l'eau salée, gonflant, se déversant. J'enregistre la chimie. Je cartographie les synapses,
Pourtant, je ne peux répondre à ce qui devrait être une question fondamentale. Après des heures passées à observer le pire que l'humanité ait à offrir, pourquoi les larmes coulent-elles pour la gentillesse alors qu'elles ne coulent pas pour la douleur? Pourquoi? C'est peut-être quelque chose que je ne parviens pas à comprendre malgré toutes les expériences que nous menons. La chaleur. Cette chaleur physique que l'on ressent intérieurement. Les larmes chaudes que l'on verse quand on voit quelque chose bouger. La chaleur que l'on ressent pour et avec l'autre. C'est un concept que je suis incapable de ressentir, mais j'aimerais le comprendre. Peut-être que si nous le faisions, notre monde serait moins froid.